Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum, bonjour, Nangen Def Mbaye Nangisi Diam. Très heureux de vous retrouver sur une autre édition de votre émission Dakar Creative Talks, la plateforme qui vous permet aujourd'hui d'échanger sur les métiers des arts et de la culture, de parler de la créativité, de parler de la formation, de parler de la création de valeur, de la chaîne de distribution. On pourra parler de tout ce qu'on veut sur ces podcasts sur les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur les industries culturelles créatives avec un focus sur le streaming, la distribution, la consommation de la musique partout en Afrique et dans le monde et avec un focus sur le Sénégal. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Idriss Fall. Salam alaikum, Idina Kangadef. Et maaleykum salaam. Yes. Vraiment les des podcast bi. Yes. Kan mooy Idi? C'est qui Idriss Fall? Oui, Idriss Fall, donc je suis un professionnel de la communication digitale avec au moins 7 ans d'expérience. Bon, 6 ans en agence. Et en parallèle aussi, je suis un grand passionné du marketing musical. Je suis un fan de rap Galsen depuis tout petit, donc en gros, c'est deux passions que j'ai fusionnées, le marketing et la musique, ce qui donne le marketing musical. Donc je travaille avec depuis maintenant 6 ans. Donc, je suis à la présence digitale au début, ensuite sur la distribution de sa musique sur les plateformes de streaming, sur l'ARP et le branding. Et en parallèle, depuis maintenant 1 an, j'accompagne Amadeus, qui est un artiste en développement. Donc, je suis le manager. Ok, donc Idriss Fall, communicant, manager, spécialiste de marketing musical. Merci pour ta présence. On est très content de te recevoir ici. Yes. Et donc, sur cette plateforme de Dakar Creative Talks, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du marketing musical, de la distribution de la musique sur le streaming. Et en parler pour voir qu'est-ce que ça donne en Afrique, au Sénégal, et quelles seraient les recommandations des professionnels du marketing musical. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux du streaming aussi en Afrique? Voilà, le streaming en Afrique, globalement, je pense que c'est en évolution. Donc, si on se base sur les chiffres, donc j'ai pas le rapport en face. Mais avant d'aller dans les chiffres, aujourd'hui, dans le monde, partout, le streaming, c'est quoi? Bon, le streaming, pour faire simple, c'est ce qui permet aujourd'hui, quand on voit le streaming musical, ce qui nous permet aujourd'hui d'écouter de la musique, sans pour autant le télécharger. Parce qu'avant, pour écouter de la musique, il fallait avoir une cassette. Ensuite, un CD, bien avant, c'était un vinyle. Maintenant, aujourd'hui, c'est le streaming. Il suffit juste d'aller sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube, sur Deezer, pour pouvoir écouter de la musique. Donc, en gros, pour faire simple, c'est ça le streaming. Le streaming, c'est toutes les plateformes aujourd'hui qui sont disponibles et qui nous permettent d'écouter de la musique sans avoir à la télécharger. Exactement. Quand on parle de streaming musical, c'est ça. Après, il y a le streaming vidéo avec tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Netflix, vidéo, entre autres. Excellent. Voilà. Mais quand on parle de streaming musical, on parle de ça, on parle des plateformes de streaming. Ok, donc le contexte globalement aujourd'hui, c'est que le streaming est en train de se développer un peu partout dans le monde. Qu'en est-il en Afrique peut-être? Oui, bon, nous on était un peu en rade comparé à l'Europe et aux États-Unis. Mais on voit que dernièrement, il y a quand même une nette évolution voilà, qu'on peut remarquer. On était en rade, c'est-à-dire, c'est en quelle année, c'est à quelle période? Bon, je peux dire 3 ans avant, 4 ans avant, 5 ans avant. Si on prend peut-être Nigeria, Afrique du Sud, peut-être comme exception. Ou peut-être Ghana en plus, mais particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, on était vraiment en retard comparé à ces pays-là. Il y avait très peu d'auditeurs qui sont vraiment réguliers sur les plateformes de streaming et qui ont des abonnements mensuels. C'est toujours le cas, mais si on compare peut-être 2 ans, 3 ans en arrière, il y a quand même une évolution. Il y a des données que j'avais vues, l'Afrique subsaharienne et la zone où on a la plus grande croissance, même si c'est porté peut-être par des pays anglophones comme le Nigeria, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une nette amélioration en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, entre autres. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Et aussi 2 ans, 3 ans avant, on n'avait pas Spotify, on n'avait pas Apple Music. On avait des Deezer par exemple, et on n'a toujours pas Tidal par exemple. Voilà, donc, mais aujourd'hui on a Spotify, on a Apple Music, et sur ces 2 plateformes-là, aujourd'hui, voilà, c'est des plateformes qui sont en train de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Afrique francophone.
Ouais. Donc, je pense que voilà, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. On commence à se l'approprier, on commence à s'approprier les plateformes de streaming, notamment Audiomack, Boomplay, qui sont véritablement les plateformes qui sont les plus utilisées dans nos zones. En fait, quand j'entends, quand tu dis l'arrivée de plateformes en Afrique, est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas de plateforme? Oui, il y avait, en fait, on a différents types de plateformes. Il y a des plateformes leaders dans les plateformes leaders, des plateformes qui sont connues mondialement comme Apple Music, comme Spotify, comme Deezer. Il y a des plateformes aussi qui sont développées par des Africains et voilà, qui ne performent pas au même titre que les plateformes que je viens de citer, mais qui existent quand même. Si je prends l'exemple du Sénégal, on a eu Music tout au début, on a eu Zixen, on a eu Dido il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on a un exemple du donc Sénégal. ça n'existe plus. J'ai l'impression que Dido n'existe plus. En tout cas, ces dernières années, cette dernière. Zixen, je pense que c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ok, mais elle ne performe pas. Elle ne performe pas. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Est-ce qu'il y a... Alors, on va en arriver au cas spécifique du Sénégal, parce que depuis lors, on parle de l'industrie globalement en Afrique, et je comprends aujourd'hui que sur un marché sous-régional, on est bien positionné, mais qu'en est-il... L'Afrique est bien positionnée, mais aujourd'hui, qu'en est-il du Sénégal? Est-ce que le Sénégal est bien positionné sur le streaming? Oui, bon, plus ou moins. Si je prends... Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays anglophones comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, ils sont vraiment loin devant, je peux dire. D'accord. Voilà, parce que si tu vas sur Spotify, ils ont beaucoup plus d'auditeurs. Si je prends l'exemple de Spotify, tu vas retrouver beaucoup plus d'auditeurs en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, dans ces pays anglophones-là, qu'en Afrique de l'Ouest, que dans des pays francophones comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Après, ça peut s'expliquer. Ils ont une industrie musicale beaucoup plus développée que la nôtre. Et ces plateformes-là sont présentes dans ces pays-là depuis des années. Depuis des années, donc il y a un travail qui a déjà été fait là-bas. Ils ont des artistes de renommée mondiale qui peuvent porter ce courage, pour voir en tout cas de l'intérêt. Mais on voit que c'est en train de changer et d'évoluer d'année en année en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. Et particulièrement au Sénégal. Le Sénégal, je pense qu'on est bien positionné quand même. Je pense que le Sénégal fait partie des rares pays d'Afrique, peut-être où on peut monétiser YouTube. Si on va en Côte d'Ivoire, c'est pas possible déjà. Ok. On ne peut pas monétiser une chaîne YouTube en Côte d'Ivoire. Après, on change la localisation, la position. Et c'est dur à la chaîne. Bah, ça, c'est peut-être YouTube qui pourra me répondre ou Ok, d'accord. Mais voilà. Donc, dans le Sénégal, peut-être, quand on parle de digitalisation, quand même, si on se compare aux autres pays d'Afrique, le Sénégal est quand même cité un exemple. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons. Mais voilà, quand il s'agit de plateformes de streaming, on est quand même bien positionné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force du Sénégal pour que l'on ait ce positionnement? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est l'originalité? Est-ce que c'est un positionnement géographique? Est-ce que c'est une démographie? C'est un ensemble, moi, je trouve. Quand on parle de Sénégal, on parle de créativité déjà. Et quand on parle de la musique sénégalaise aussi, on a quand même des artistes qui ont beaucoup accompli. Par exemple, Youssou, Barouma, Ismaël, entre autres. Voilà, c'est eux qui ont quand même mis les bases. Mais quand on parle de digitalisation, là on parle de streaming, donc on parle forcément de digitalisation. Donc voilà, on est dans ce processus-là et on est quand même très avancé si on se compare peut-être à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'en Afrique francophone, Sénégal, Nigeria, je pense que c'est en termes de streaming, c'est les pays qui sont les plus positionnés. Ouais. Bon, écoute, ça me fait te poser une autre question en fait. C'est qu'aujourd'hui, on parle de plateformes multiples qui sont présentes en Afrique. Je me souviens que sur certaines plateformes, on ne pouvait pas utiliser les cartes domiciliaires en Afrique. Maintenant, ça a changé. Les plateformes sont venues. La programmation est là. Beaucoup d'artistes sont en train de monter dans une variété musicale. Est-ce que tu pourrais expliquer ça à travers
la démocratisation de la musique qu'a fait le streaming. C'est une nouvelle source de revenus également pour les artistes. Parce qu'ici au Sénégal, je pense que la plupart des artistes vivent essentiellement de la scène. De la scène. Donc, quand ils se produisent pas sur scène, quand ils n'ont pas de concert, ils n'ont pas de rentrée d'argent du tout. Tout à fait d'accord. Donc, voilà. Donc, le streaming vient s'ajouter à ça. Voilà, comme une nouvelle source de revenus. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le piratage avec les CD. Voilà, même si après... qui existe toujours. Qui existe toujours, voilà. Qui existe toujours. C'est impressionnant quand on nous propose des CD sur la route. Je regarde la personne, genre, j'ai bien envie d'écouter de la musique dans la voiture, mais c'est pas au point où je vais tuer un artiste, quoi. C'est exactement ça. Donc après, c'est pas encore des revenus énormes. Mais on sent que d'année en année, ça augmente, ça évolue. Bon, quand tu dis que c'est pas des revenus énormes, ça me fait peur parce que à la vitesse à laquelle je vois les gens créer du contenu et le nombre de vues que les gens peuvent avoir sur leur contenu. Je parlerai pas là de streaming sur les plateformes musicales, mais je parle de streaming sur les plateformes vidéo aussi. C'est impressionnant aujourd'hui sur YouTube comment est-ce que les gens ils sont en train de créer du contenu viral. Prenons l'exemple du clash entre Ngaka Bende et Akhlou Brick. C'est impressionnant comment aujourd'hui en une journée les vidéos passent de 0 à 2 millions de vues ou en 0 à 1 million de vues. Et quand tu me dis qu'il n'y a pas d'argent derrière, ça me stresse un peu. Ouais, je dis pas qu'il y a pas d'argent derrière, je dis qu'il n'y a pas énormément d'argent derrière. D'accord. Mais c'est quand même en train d'évoluer. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais en fait, il y a des préalables. Déjà, quand on parle de YouTube, il faut déjà, en fait, il y a certains critères il faut répondre à certains critères. Il y a un nombre d'abonnés qu'il faut atteindre pour pouvoir monétiser sa chaîne. Il y a un nombre de vues de vidéos ou nombre d'heures de visionnage à atteindre. Même si c'est pas énorme, hein, c'est vraiment pour des artistes comme Ngaka Blindé ou Akhlou Brick, ça, ils l'ont atteint il y a des années. Mais je parle peut-être plus pour d'autres artistes qui voudraient peut-être monétiser leur chaîne YouTube. C'est pas énorme. Mais en fait, c'est des préalables. Il faudrait déjà atteindre ou répondre à ces critères-là. Ensuite, monétiser la chaîne. Donc, c'est pas parce que tu as énormément de vidéos, tu as beaucoup de vues que c'est forcément monétisé. Il faut d'abord monétiser sa chaîne. Et là, il y a un préalable. Exactement, il y a un préalable. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils pensent que YouTube rémunère par vue. YouTube ne rémunère pas par vue. Il n'y a pas un barème qui dit que si tu as une vue, tu as peut-être 100 francs ou si tu as c'est pas sur cette base-là, en fait. La rémunération, c'est sur la base des publicités qui sont diffusées sur ta chaîne YouTube. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour qu'il y ait plus de revenus pour les artistes sur YouTube, il faudrait qu'il y ait plus d'annonceurs. Il faudrait que les annonceurs choisissent le budget déjà sur le campagne YouTube Ads, par exemple, et que peut-être ils ciblent ta chaîne, ou en tout cas ta chaîne est dans le ciblage qui a été prédéfini par la personne qui a lancé la campagne. Donc c'est pas des calculs qui sont très simples. Il n'y a pas un barème qui peut te dire ok, tant de vues, c'est tant de francs CFA ou c'est tant de revenus. Ça marche pas comme ça. 1 million de vues au Sénégal. Supposons, je prends deux exemples. Je prends Ngaka Blindé et Akhlou Brick. Si Akhlou Brick a 1 million de vues et que les 500 000, c'est des vues qui proviennent de la France, et que Ngaka Blindé a 1 million de vues et que les 200 000 vues, c'est des vues qui proviennent de la France, donc Akhlou Brick, même à 1 million de vues égales, Akhlou Brick aura beaucoup plus de revenus. Parce que le CPM en France est beaucoup plus élevé. C'est là-bas où il y a beaucoup plus d'annonceurs. C'est là-bas où il y a des budgets qui sont beaucoup plus conséquents, élevés, beaucoup plus conséquents. Donc, ça dépend de ces Oh, it's way too interesting. Voilà. Like, c'est bien de savoir ça parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne et qui pensent que sur la base, en fait, du nombre de vues juste que tu es payé et que ce serait à part égale si jamais on a le même nombre de vues. But it's way too interesting. C'est exactement ça. Yeah. Écoute, moi, ça, c'est quand même, en tout cas, une bonne découverte pour moi de le savoir. C'est pareil aussi aux plateformes de streaming. Ok, c'est sur ça que j'allais venir. En fait, il y a deux modèles économiques. D'accord. Il y a le freemium, ceux qui ont des comptes gratuits et qui supportent les publicités. C'est le modèle économique pratiquement le freemium, hein. Le freemium. Donc, ça, c'est un nouveau concept qui a été créé, on est d'accord, hein, le freemium. Ouais, je pense que c'est dans le secteur du streaming. Du streaming, d'accord. Je pense que c'est le terme qu'ils utilisent. Ok.
Voilà, donc je pense si on prend l'exemple de Audiomack, si on prend l'exemple de YouTube, si on prend l'exemple de Boomplay, c'est quasiment ça. Ok. YouTube, il y a des gens qui ont des comptes premium. Eux, ils voient pas de publicité. Ok. En fait, c'est les conditions, en fait. C'est ça. Soit tu payes un abonnement mensuel, tu ne vois aucune publicité. D'accord. Soit tu payes pas, It's for free. Gratuit, c'est free, mais tu supportes quand même les publicités. Maintenant, l'auditeur qui a un compte premium intéresse beaucoup plus l'artiste. Je suis d'accord. Parce que les revenus les streams qui proviennent d'un compte premium amènent beaucoup plus d'argent à l'artiste que les streams qui viennent d'un compte premium. C'est comme ça que ça marche. Si tu as 1 million de streams et que peut-être les 90% proviennent de comptes premium, voilà, tu auras beaucoup plus de revenus que celui qui a 1 million de streams et que quand même les 90% proviennent de comptes premium. Donc les plateformes de streaming également, c'est comme ça qu'ils... Alors quand je t'entends parler de ça, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est streaming, il faut des gens qui sont capables de comprendre l'industrie et d'accompagner les artistes. Parce que les artistes à eux seuls, ils peuvent pas y aller, ils peuvent pas y arriver, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Peut-être il y a des artistes qui se documentent, qui s'intéressent à ça et mais quand tu fais autant, quand est-ce que tu crées? Parce que ça... c'est exactement ça. Mais l'artiste a toujours besoin d'être accompagné. Donc soit d'un manager ou d'une équipe, surtout d'une équipe, chacun avec ses compétences. Donc pour relire des contrats, on n'a pas tout le temps besoin d'un juriste, et à un moment quand même on aura besoin d'un juriste. Tout à fait. Donc pour l'utilisation des réseaux sociaux, du streaming également, tout à fait. On a besoin d'un professionnel qui s'y connaît, entre autres. Donc pour pouvoir faire du live, de la scène, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui peut nous accompagner. Donc l'artiste, c'est une entreprise. Et voilà, une entreprise a besoin de différentes ressources humaines. Donc, totalement en phase avec toi. C'est exactement la même chose. Eh bien, je suis heureux d'entendre ça et ça me pousse à aller en fait sur ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas d'école que tu as, par exemple le cas de Amadeus ou le cas de Deep, si tu en 1-2 minutes, si tu dois nous expliquer du processus de création à l'intégration sur la plateforme, à comment est-ce que ça a pris forme et comment aujourd'hui tu accompagnes l'évolution de cet artiste et de cette carrière. Oui, je peux donner les deux exemples. Je prends le dernier exemple qui est le cas d'Amadeus. Amadeus, au début, je l'accompagne uniquement sur la distribution de sa musique sur les plateformes de streaming. D'accord. Voilà, parce qu'il avait fait 2 covers qui étaient disponibles sur sa chaîne YouTube, qui performaient bien, et qui n'étaient pas sur les plateformes de streaming. D'accord. Donc il y a Sele qui est son producteur, qui est un ancien collègue à moi. D'accord. Donc, qui s'était rapproché de moi pour que voilà, je l'aide à mettre ou à distribuer sa musique sur les plateformes de streaming. Sele qui fera partie des invités de Dakar Creative Talks. Exactement. Donc c'est l'un des plus grands réalisateurs d'Afrique. Yes. C'est clair. On est en phase sur ça. Voilà, donc tout au début, c'était que ça. Donc moi, j'avais un compte chez Believe. Donc Believe, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution. Voilà, en fait, si je peux revenir sur la distribution, on a 2 types de distributeurs. Il y a ce qu'on appelle les agrégateurs. Les agrégateurs, et de l'autre côté, on a les entreprises de distribution. Quand on parle des agrégateurs, on parle de TuneCore, par exemple, on parle de CD Baby, on parle de DistroKid. En français simple, agrégateur, ça veut dire quoi? C'est une plateforme. C'est une plateforme aujourd'hui qui permet de distribuer ta musique sur l'ensemble des plateformes de streaming. D'accord. Donc, c'est une maison dans laquelle on a toutes les chambres. C'est exactement ça. Parfait. C'est à peu près, ils font la même chose que les entreprises de distribution, sauf que les modèles économiques diffèrent. Okay. Quand on parle des agrégateurs, on parle de TuneCore, on parle de DistroKid, on parle de CD Baby, entre autres. Le modèle économique est simple. Eux, ils te reversent 100% des revenus que tu génères. Mais il y a quand même un abonnement annuel que tu dois payer. Ils te disent que voilà, pour distribuer un single, il faut payer 10 euros par mois, par an. Si tu veux distribuer un projet, donc c'est plus de 2 titres, donc il faut payer 30 euros par an. Ok. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle les services artistes. Ils t'accompagnent pas dans le pitch, par exemple. Ok. Je vais revenir sur ce qu'est le pitch. Ok. Mais tout ce qu'ils te permettent de faire, c'est de mettre ta musique sur les plateformes de streaming. Ok. Donc, généralement, ceux qui utilisent ces plateformes-là, c'est des artistes indépendants. C'est des artistes en développement qui viennent tout juste de démarrer. Donc, au début, avant LNN, avec Deep, on distribuait sa musique via TuneCore. Ok. Via TuneCore. C'est ça qu'on utilisait. C'est à partir de LNN qu'il a eu un contrat de distribution avec Orchard. Okay. Donc là, j'en viens aux entreprises de distribution. On a Orchard, qui est une entreprise
de Sony. Mhm. On a Believe. Mhm. On a Universal Music Distribution, Mhm. entre autres. Donc ça, c'est déjà les majors. Mhm. Donc on peut voir un artiste qui signe chez un major, Mhm. mais juste en distribution. Mhm. Donc eux, ils ne gèrent que la distribution de sa musique sur les plateformes de streaming. Mhm. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est les entreprises de distribution. Mhm. Donc avec Deep, au début, c'était TuneCore. Ensuite, à partir de LNN, on est passé à Orchard. Ok. Et voilà. Donc par rapport aux entreprises de distribution, eux, ils ont un modèle économique différent. Mhm. Eux, tu ne payes pas un abonnement annuel, Mhm. mais c'est du revenu sharing. Ok. Voilà. Donc, tu as un contrat de distribution avec eux. Mhm. Après, le type de contrat peut différer d'un artiste à À un autre. autre. Voilà. Ça peut être du 70-30, 70% pour l'artiste, 30% pour la maison de distribution. Ok. Ou du 80-20, Ok. 80 pour l'artiste, 20% pour l'entreprise de distribution. Ok. Mais eux, au-delà de distribuer ta musique sur les plateformes de streaming, Mhm. ils t'accompagnent. Comment? Ils t'accompagnent pour les pitchs déjà. Quand on parle de pitch, Ok. en fait, quand un artiste doit sortir un projet ou un single, Mhm. il a besoin que ce single-là soit visible. Ok. Au-delà, parce que, imagine, il y a combien de sorties chaque jour? Mhm. Il y en a des milliers ou des millions, En phase. dépendant de la période. C'est vrai. Tu vois, et quand on va sur les plateformes de streaming, il y a énormément de playlists qui sont spécialisées. Donc, pour que tu puisses être dans ces playlists-là, Mhm. il faudrait que quelqu'un puisse t'accompagner. Mhm. Donc, toi, en tant qu'indépendant, il est difficile d'avoir accès à ces playlists-là, par exemple. Alors qu'ici, l'entreprise de distribution a ce rôle-là. Tu as ce qu'on appelle un label manager. On peut dire que c'est un chef de projet qui est là, voilà, qui est disponible et qui t'accompagne. Ok. Donc, quand tu as des sorties, peut-être c'est cette personne-là qui va faire les pitchs. Ok. Voilà. Peut-être qu'il va présenter le single, qu'il va présenter le projet, qu'il va présenter les featuring qui sont dedans, qu'il va présenter peut-être le planning promo qui est prévu, le plan marketing, pour peut-être convaincre ce qu'on appelle les curateurs de playlists. Parce que les entreprises comme Spotify, comme Apple Music, comme Deezer, ils ont des personnes qu'on appelle des curateurs de playlists. Eux, leur rôle, c'est de créer et d'animer les playlists. Voilà, il y a des gens qui sont spécialisés en hip-hop, d'autres en R&B, d'autres en afrobeat. Donc, c'est eux qui vont faire les Ah, il y a playlists. des métiers qui ont été créés et qui sont spécifiques à cela. En fait, C'est- c'est des gens qui ne font que C'est créer des playlists sur. C'est exactement ça. C'est exactement Ok. ça. Il y a des gens qui, Ok. c'est ça leur travail. Et ces label managers là ou ces chefs de projet là qui sont dans ces entreprises de distribution là, c'est eux qui sont en contact avec ces derniers. C'est eux qui vont aller pitcher ces projets là Ok. pour les convaincre de pouvoir ajouter tel ou tel autre titre dans la playlist Ok. et d'avoir des mises en avant également. Ok. Donc quand on parle des mises en avant, on peut parler peut-être des covers, Mhm. être la cover d'une playlist spécialisée. Oh, ok. Ou avoir une bannière. Ou Et ça, recevoir des c'est push payé? SMS. C'est un service qui est payant? En fait, il y a certaines plateformes qui vont te demander de payer. Et il y a d'autres, c'est de l'éditorial. Donc, dépendant de l'artiste, ils vont le faire. Mais ça, il faudrait vraiment que, voilà, que ton label manager ait les éléments nécessaires pour pouvoir convaincre, pour pouvoir, voilà, essayer de convaincre ces curateurs-là Ok. de mettre tel ou tel autre son avec les arguments qu'il faut. Et ce qui fait que quand tu dois sortir un single ou un projet, il est recommandé de distribuer le son, ou en tout cas le projet, 3 à 4 semaines avant la date de sortie. Donc, faut pas attendre la veille pour mettre le son sur les plateformes. Ok. Donc, c'est à programmer. Ok. C'est à programmer. Donc, faut programmer ça 3 à 4 semaines avant pour laisser le temps à ton label manager de faire son travail et d'aussi convaincre ces derniers-là à mettre ta musique sur dans leur playlist sur la plateforme. Par exemple, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment un must. Ok. Donc la musique ou le projet doit être programmé 3 à 4 semaines avant pour laisser à ces derniers le temps de faire le travail. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc, si je comprends ça aujourd'hui, en fait, c'est de la prise en charge de l'artiste au développement du produit de l'artiste sur les plateformes, la diffusion du produit de l'artiste, la distribution du produit de l'artiste, la mise en place de la stratégie d'accompagnement de l'artiste. Et au-delà de ça aussi, il y a la stratégie à mettre en place pour inviter les gens à utiliser les plateformes de streaming. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui est fait pour ce qui est de la création de la
culture de streaming? Ouais. En fait, c'est en différentes phases, comme tu viens de le dire. Il y a la phase de création qui concerne l'artiste. Donc, écrire les textes, aller au studio, enregistrer, faire les mix mastering, composer la musique. Donc là, c'est vraiment la phase de conception et de création. Et quand le produit est fini, ou peut-être en amont, peut-être il y a la stratégie qui a été définie par l'artiste et son équipe sur quelle date de sortie, quel titre, quel format, un single, un EP, un album. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place, quelle vidéo, quel single. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Et ensuite, quand le produit est fini, il y a la phase diffusion ou distribution. Là, il y a la phase distribution. Et dans la phase distribution aussi, il y a avec qui on va travailler, quelle entreprise de distribution. Est-ce qu'on va partir chez un agrégateur ou est-ce qu'on va trouver un deal avec une entreprise de distribution. Et ça aussi, voilà, il faut que le produit ou le projet soit mis sur la plateforme 3 à 4 semaines avant. Aussi, ils puissent faire le travail, pitcher, mettre en place le plan, pitcher, faire des réunions, faire le maximum pour pouvoir mettre en avant le produit sur les plateformes de streaming. Et ensuite, il y a la communication qu'il faut faire. Parce qu'il suffit pas juste de mettre sa musique sur les plateformes de streaming. Il faut dire aux gens que c'est sur les plateformes de streaming. Et ça, c'est à travers la communication que ça se fait. Ça peut être via le digital avec les réseaux sociaux, ça peut être en émission, entre autres. Donc, il y a différents moyens de dire aux gens que voilà, mon projet est sorti, c'est sur la plateforme de streaming, allez l'écouter. Est-ce qu'il y a une culture de streaming au Sénégal? Pas totalement. Avez-vous des vues sur le nombre de gens qui ont des comptes sur les plateformes de streaming? Non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres pour le moment. Mais on sent que ça évolue. Il suffit juste de regarder chaque manager d'artiste ou chaque artiste en regardant ses revenus mensuels. Donc, on peut voir que voilà, on va avoir un aperçu de la cible qui l'écoute, en fait. Exactement, en fait. Tu as toutes les données. Aujourd'hui. Où est-ce qu'on t'écoute? Pour chaque titre, tu peux savoir où est-ce que c'est écouté. Le plus. Le top 10, top 15, top 20 pays. Et chaque pays, peut-être sa part. Et que c'est 30% et que c'est 40%. C'est quoi le top 20 pays de Amadeus actuellement? En fait, le top 5 pays de Amadeus. Très souvent, c'est le Sénégal et la diaspora. Donc, tu vas avoir la France. Tu auras le Sénégal, tu auras les États-Unis, tu auras l'Italie, tu auras l'Espagne. Plus dans la diaspora ou? Beaucoup plus dans la, non, c'est entre France et Sénégal. Pour le top 1. Pour le top 1. Donc, ça veut dire que la culture, quand même, de streaming est bien développée. C'est ce que je dis, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Interesting. 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, c'était beaucoup plus de la diaspora. Ou que de la diaspora. Mais maintenant, le Sénégal est quand même très présent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des abonnements mensuels sur des plateformes comme Spotify. D'autres, ceux qui n'ont pas encore peut-être les moyens de se payer des abonnements mensuels, ils sont sur Audiomack, par exemple. Tu vois, ils sont sur Audiomack, ils ont des comptes freemium, mais ils écoutent quand même. Ils sont sur Boomplay. Aujourd'hui, sur YouTube. Comment penses-tu qu'on peut développer en fait la culture du streaming en Afrique, au Sénégal? Je pense qu'il faut continuer à inciter les gens. Il faut que les artistes continuent à inciter leurs fans à aller écouter leur musique sur les plateformes de streaming. En fait, il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie. Et il faudrait que chacun puisse jouer son rôle. Il faudrait que l'artiste puisse jouer son rôle. Il faudrait que les animateurs, les journalistes, je pense tous ceux qui tournent autour de question, les animateurs à la radio, ils diffusent des sons à partir des plateformes de diffusion ou ils ont des CD ou ils ont téléchargé des fichiers? Je pense qu'ils ont de moins en moins des CD parce qu'il y a les artistes sortent de moins en moins des CD et les singles, ça se sort pas en CD. Donc souvent les artistes quand ils ont des sorties, peut-être ils envoient des mails pas tous les autres animateurs, mais ils envoient quand même, il y en a qui pas tout le monde, mais il y en a qui envoient des mails aux animateurs ou aux journalistes avec fichier joint la musique en Wave ou en MP3 en plus des plateformes de streaming. Il y en a peut-être qui diffusent directement depuis les plateformes de streaming. D'autres téléchargent les fichiers et diffusent. Aujourd'hui, on a parlé de l'économie globalement, on a fait le tour. Malheureusement, on est à 30 minutes déjà d'enregistrement, on n'a que 25 minutes. Je pense qu'il va falloir que l'on réfléchisse vraiment au format parce que je pense qu'en 25 minutes, on peut pas dire beaucoup de choses. Même si on en a dit beaucoup. Je retiens juste globalement qu'on est dans une industrie qui est assez forte, qui est bien développée, qui est en plein essor,
qui nécessite beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, la pédagogie, elle est en cours, elle se fait, il y a de l'éducation. Mais pour moi, ça implique beaucoup de choses. C'est que l'artiste fasse ce qu'il sait faire et qu'il ait autour de lui une équipe qui sait faire ce dont il a besoin. Ou, maintenant, comment cette équipe, elle est construite? Est-ce que c'est chaque artiste une équipe ou est-ce que c'est des gens qui sont spécialisés dans ça et qui sont capables de prendre beaucoup d'artistes et de les accompagner sur des choses comme ça? Là, je pense que les deux sont possibles, hein. Il y a des artistes qui ont de l'équipe. Et je pense que il y a peut-être des structures qui existent, qui accompagnent des artistes. Je pense que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ouais. OK. Aujourd'hui, si tu dois faire un résumé aujourd'hui du streaming, c'est quoi pour conclure? Waouh. En Afrique ou au Sénégal, c'est les deux. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment une nouvelle source de revenus pour les artistes. Et j'insiste dessus. Donc, ça permet aujourd'hui aux artistes de varier leurs sources de revenus, de pas seulement se baser sur la scène. Donc, les revenus qui proviennent des prestations. Donc, en plus de ça, maintenant, aujourd'hui, on a le streaming. Un peu moins les droits d'auteur. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire avec la SODAV. Surtout côté collecte. On parlera de la SODAV parce que je prévois d'avoir Ibe Gueye Massar comme invité ici. Voilà. On parlera de beaucoup de choses. Exactement. Donc, je dis que le streaming est très important. Si je reviens sur l'exemple d'Amadeus, sa première source de revenus, c'était le streaming. Avant qu'il fasse de la scène. OK. Parce qu'il avait quelques covers qui performaient bien. Il a sorti quelques singles aussi qui étaient bien aimés. On l'a mis sur les plateformes de streaming. Peut-être tous les 3 mois, il y a quand même une rentrée d'argent. OK. C'était pas énorme, mais il y avait quand même une rentrée d'argent. C'était une autre source, c'est considérable. C'était sa seule source de revenus, donc c'était considérable. Donc, c'est des revenus qui pouvaient lui permettre aujourd'hui de peut-être subvenir à quelques de ses besoins, de pouvoir peut-être payer une séance de studio, de pouvoir payer un beat, entre autres, avant que vienne la scène. Donc, la scène est venue après. Et comme que peut-être il joue régulièrement, donc sa première source de revenus est devenue la scène. Mais le streaming est une source de revenus complémentaire considérable. Pour lui, considérable. Donc, pour moi, il faut que les artistes continuent à être productifs, à s'entourer des bonnes personnes qui pourront les aider à optimiser la diffusion et la distribution de leur musique sur les plateformes de streaming, pour continuer également à inciter le public à leur expliquer ce qu'est le streaming, à leur montrer ou leur expliquer pourquoi ils devraient aller streamer légalement les artistes, parce que l'artiste n'a que ses fans. Tu vois? Donc, c'est vraiment un soutien. Et c'est pas gratuit également tout ce qu'ils font. Donc, les sessions studio sont chères. La composition, elle est chère. La réalisation vidéo, elle est chère. Payer les artistes. Exactement. Payer les artistes. Donc, les gens, ils investissent énormément d'argent dans la création. Il faudrait quand même qu'ils aient un retour sur l'investissement. Sinon, ils vont disparaître. Sinon, ils vont disparaître. Mais je pense que le streaming a de beaux jours au Sénégal. Le streaming a de beaux jours au Sénégal. C'est la phrase à retenir, je pense. Il dit merci d'avoir été là. Merci à toi. Je vais juste clôturer avec toi en disant que on est dans une industrie qui est assez forte, qui est assez grande et qui est en pleine évolution, dans laquelle l'artiste a sa part, mais il y a aussi des professionnels qui naissent de ce secteur et qui sont en train de développer plein de choses. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces professionnels? Il faut de la formation. J'en reviens à un problème que l'on cite tout le temps. Il faut que les gens soient formés aux nouveaux métiers de l'art et de la culture, spécifiquement dans ceux des industries culturelles et créatives, afin de pouvoir créer de nouvelles opportunités pour accompagner les créateurs, afin qu'ils puissent vivre de leur art, comme tu le disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, chers amis, quand vous invitez les artistes, payez les artistes. Ils ont besoin de cet argent parce que c'est ça qui les fait vivre. À la fin du mois, on n'ira jamais à la Sénélec et on nous dira paye ta facture en faisant une performance de slam ou de autre chose. En phase. C'est sur ces paroles qu'on va dire au revoir à Idrissa. Idrissa, merci beaucoup d'avoir été là. Dakar Creative Talks vous remercie. Merci à toi, merci à vous. Yes. Et Dakar Creative Talks peut être retrouvé sur la plateforme du Cocalam et sur Instagram avec Dakar Creative Talks. Mais Idrissa, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vraiment, on peut me retrouver sur toutes les plateformes, sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, c'est Serfal. Sur Instagram, c'est Serfal. SIR-8 Fal. Ouais. Donc, sur LinkedIn, c'est Idrissa Fall. OK. Est-ce que tu es prêt à accompagner d'autres artistes?
À voir. À mais voir. je pense pas. Écoutez, Sofal est sur Instagram et sur Twitter. Si vous avez envie de discuter avec lui, n'hésitez pas En tout cas, à pour le donner des contacter. conseils, oui. Discutez avec lui. Ouais. Allez le voir, discutez avec lui. Il est prêt à échanger, à partager. Maintenant, si vous êtes un artiste qui peut lui ramener des milliards, oui, je pense qu'il va travailler avec vous. N'hésitez pas. Écoutez, c'est un plaisir que de vous retrouver ici. C'était Minus pour vous servir. Dakar Creative Talks. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme du cocalam.com ou sinon, écoutez nos podcasts sur Dakar Creative Talks aussi. Et je remercie particulièrement celui grâce à qui cette émission se réalise. C'est mon technicien, le réalisateur, l'ingé son, Ahmed Benjeloun. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Idrissa.